va enchaîner donc sur prise en charge personnalisée. Donc prise en charge personnalisée, on peut l'aborder un petit peu sous différents angles. Et là, j'ai choisi pour aujourd'hui d'aborder ça sous l'angle étiologie et mécanisme de l'insuffisance cardiaque. Parce que, on va voir, hein, vous ne viendrez pas à l'idée d'envoyer un patient pour une chirurgie mitrale au chirurgien pour insuffisance mitrale. Vous allez lui dire si c'est organique ou ça prolabe, et le chirurgien va adapter un petit peu sa prise en charge. Ben là, on va voir qu'on peut aller un petit peu plus loin quand même qu'une insuffisance cardiaque décrite selon la fraction d'éjection, et on peut aller plus loin qu'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, réduite ou modérément réduite. L'exemple typique et un peu caricatural de ça, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Là, on a des étiologies importantes à rechercher. Donc, David a abordé l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et le traitement médicamenteux. On sait que, notamment les bêta-bloquants et toute la famille IEC, ARA2 et même ARNI, s'est heurté à quelques désillusions lorsqu'ils ont été évalués dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et ça, c'est probablement parce que c'est une population, une pathologie très, très hétérogène dans les mécanismes. Et il y a même des pathologies sous-jacentes à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, comme l'amylose, qui sont fréquentes, qui touchent à peu près 13% des patients avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, où ces traitements-là, bêta-bloquants, IEC et apparentés, vont être délétères pour le patient. Donc, tout ça pour dire, et ça va être le fil conducteur des prochaines minutes, que aller au-delà de la fraction d'éjection et s'acharner à rechercher les mécanismes et l'étiologie de la cardiomyopathie sous-jacente, c'est un élément majeur. Et donc pour aller plus loin sur l'amylose, ben vous savez qu'on a tout un tas de petits éléments pour être alertés sur cette pathologie sous-jacente, une hypertrophie qui n'est pas forcément très, très importante, hein, qui peut juste être de 10, 11, 12 mm, associée à des signes extracardiaques qu'on connaît, qu'on vous a rappelé, les syndromes du canal carpien, l'atteinte neurologique périphérique, l'atteinte digestive. Mais simplement des petits points qui doivent faire tilt aussi, c'est tout simplement une hypertrophie qui n'est pas en lien avec l'électrocardiogramme que vous avez sous les yeux, c'est un bas voltage ou un normovoltage de l'électrocardiogramme. Et même pour pousser un petit peu le bouchon, une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée chez un homme âgé, déjà, c'est pas forcément normal, et il faut traquer l'amylose sous-jacente. Et vous allez pouvoir détecter ça de manière assez facile avec un strain, avec la scintigraphie osseuse, avec éventuellement l'IRM si besoin, et avec les analyses à la recherche d'une protéine monoclonale pour pouvoir diagnostiquer l'amylose, typer l'amylose et prendre en charge le patient de manière très ciblée et personnalisée, donc en ayant une attitude complètement différente de ce qu'on fait d'habitude. Arrêter les bêta-bloquants, discuter d'arrêter les traitements vasodilatateurs et hypotenseurs comme les ARA2, prendre en charge les atteintes extracardiaques qui sont très nombreuses chez ces patients âgés. L'éducation thérapeutique, on a un système d'éducation thérapeutique dédié au CHU depuis un petit peu plus d'1 an maintenant sur l'amylose cardiaque. Et puis, mettre en place chez les patients qui le requièrent un traitement spécifique. Donc si on prend l'exemple de l'amylose à transthyrétine, on a donc à disposition maintenant un traitement stabilisateur de la transthyrétine, et puis des études en cours sur des traitements qui vont prendre en charge la pathologie à un stade encore un peu plus précoce, qui vont empêcher la synthèse de la protéine amyloïde. Donc il y a des études cliniques en cours actuellement à laquelle on participe aussi sur le patisiran et les plontersen. Maintenant, si on passe à l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, donc là aussi, il y a une prise en charge que David vous a expliqué pour tout le monde, qui est reposée sur les 4 piliers du traitement médicamenteux. Vous voyez, tout ce qui est vert, c'est indiscutable, mais tout ce qui est jaune, c'est des choses qui vont être un petit peu adaptées et personnalisées en fonction du patient. Donc on connaît ça très bien avec la resynchronisation, en fonction de l'aspect, de la largeur des QRS. On pourrait parler aussi du MitraClip pour les patients qui ont une insuffisance mitrale disproportionnée.
Mais pour illustrer un petit peu l'importance d'aller au maximum du bilan étiologique de la cardiomyopathie, de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, je vais me focaliser là sur les prochaines minutes sur décision défibrillateur ou pas. Comment on prévient la mort subite chez ces patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite non ischémique. Parce que ce qui est pas passé, qui est passé un petit peu inaperçu dans les dernières recommandations, c'est que dans l'indication du défibrillateur en prévention primaire chez des patients qui ont une cardiomyopathie dilatée non ischémique, on avait une recommandation de classe 1 dans les recommandations en 2016 basée uniquement sur la fraction d'éjection. Et cette recommandation, elle a été dégradée dans les recommandations 2021, ce qui n'est pas banal, suite à diverses études, et notamment l'étude d'Anish, qui avait mis en question le bénéfice du défibrillateur chez tout le monde lorsque la cardiopathie n'est pas ischémique, je le rappelle, en fonction de la fraction d'éjection. Et donc cette recommandation, elle a été dégradée en classe 2A, donc c'est plus à faire chez tout le monde, c'est plus à faire chez tout le monde en fonction de la fraction d'éjection. Et là, vous allez vraiment avoir une démarche personnalisée, et vous allez voir que là, c'est vraiment très dépendant de l'étiologie de la cardiomyopathie sous-jacente. Et là, on va commencer à aller à fond dans les différentes étiologies. Et il y a vraiment un aspect qui se développe énormément sur le bilan étiologique de ces cardiomyopathies dilatées, c'est tout l'aspect génétique, et vous allez voir que c'est vraiment du concret, du quotidien, et que ça rentre vraiment dans les outils de prise en charge de ces patients. Donc, cardiomyopathie dilatée, ce n'est pas un diagnostic, il faut aller plus loin, il faut rechercher tous les éléments du phénotype qui vont vous faire évoquer alors, des cardiomyopathies infectieuses, inflammatoires, la sarcoïdose, et on va voir un petit peu les éléments du phénotype qui vont vous faire le diagnostic d'une cardiopathie génétique spécifique et adopter une prise en charge personnalisée très rapide et vraiment différente de celle de d'habitude. Donc au niveau de l'architecture génétique des cardiomyopathies dilatées, c'est assez complexe parce que ça peut toucher le sarcomère comme dans les CMH, mais ça va toucher aussi des protéines du cytosquelette, des protéines des jonctions intercellulaires, du desmosome. Ça va toucher aussi des protéines du noyau de la cellule. Et là, on touche ici à la famille des laminopathies. D'une manière générale, on a une étude qui a été publiée l'année dernière qui a montré que si vous prenez 1000 patients tout venant pour cardiomyopathie dilatée non ischémique, le simple fait de détecter chez ces patients-là la présence d'une mutation génétique causale, c'est un signal d'alerte pour vous, pour savoir que ce patient-là, il va être à plus haut risque d'effets de complications dans son suivi, notamment à plus haut risque d'événements rythmiques, plus haut risque de développer une insuffisance cardiaque terminale, et c'est des patients qui vont moins bien répondre aux traitements médicamenteux et qui vont moins bien remodeler. Évidemment, on ne va pas avoir une attitude agressive chez tous les patients qui ont des mutations, mais l'idée, ça va être de détecter la mutation vraiment problématique. Et parmi ces mutations-là, la plus connue et la plus dangereuse, c'est les mutations justement dans ces fameuses protéines de l'enveloppe nucléaire, en particulier les laminopathies, mutations dans le gène LMNA. On sait que chez ces patients, il y aura un plus gros risque d'évolution vers l'insuffisance cardiaque terminale et surtout un risque très élevé d'arythmie ventriculaire dans leur suivi. Et donc, là, typiquement, ce n'est pas un patient que vous allez implanter simplement sur le chiffre de fraction d'éjection, mais on sait que le risque rythmique de ces patients-là est très très élevé. Dès qu'on a une fraction d'éjection qui s'altère, le risque rythmique est majeur. Donc vous allez pouvoir détecter grâce à la génétique ce patient qui a une laminopathie, une fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée inférieure à 45%. Celui-là, vous allez vraiment avoir besoin de lui mettre un défibrillateur avant d'attendre qu'il ait une fraction d'éjection à moins de 35%. Le phénotype à connaître des laminopathies, c'est des cardiomyopathies assez particulières parce qu'elles sont peu dilatées, parfois hypokinétiques, mais surtout elles s'accompagnent de troubles de conduction précoces, avec des BAV, de la dysfonction sinusale, des QRS fragmentés, beaucoup d'arythmies supraventriculaires assez précoces chez ces patients, vers 30 à 40 ans, et puis des troubles du rythme ventriculaire, des anomalies de l'électrocardiogramme aussi, de la dépolarisation, avec des anomalies du QRS et des ondes Q dans les dérivations précordiales. On commence à identifier un petit peu un phénotype particulier de ces cardiomyopathies, de ces laminopathies en IRM, avec
un rehaussement tardif qui n'est pas si aspécifique que ça, qui touche le septum interventriculaire. Donc si vous avez cette anomalie du septum interventriculaire plus les anomalies de l'électrocardiogramme qu'on a discutées là, ça doit faire tilt et évoquer impérativement une laminopathie. Alors vous allez me dire, il est gentil avec sa génétique, mais la génétique, moi si j'y pense, ça va mettre 1 an pour avoir le résultat. C'est complètement faux. Vous avez maintenant des centres de compétences qui maillent tout le territoire. Si vous envoyez un patient à Nantes, voilà comment il va être pris en charge. On a ici un patient qui a une 40aine d'années. Il est bilanté pour une cardiomyopathie hypokinétique, peu symptomatique, fraction d'éjection à 45% sous traitement. Il a d'importants troubles de conduction, une IRM assez évocatrice. Il est référé au centre de compétences pour le bilan étiologique de sa cardiomyopathie. Et voilà ce que ça donne en termes de délai. Prélèvement 18 janvier 2022. Je dis, c'est urgent, il me faut la réponse tout de suite sur le gène LMNA. Je reçois le mail le 24 janvier, le courrier le 25. Et donc le patient, il va être implanté très rapidement ensuite de son défibrillateur. Donc la génétique, s'il y en a besoin, on peut la faire très vite. Et c'est vraiment du soin courant qui change la prise en charge des patients. On a d'autres anomalies génétiques que les laminopathies sur lesquelles on commence à avoir un signal vraiment inquiétant en termes rythmiques. C'est des anomalies qui étaient plutôt rapportées dans la dysplasie arythmogène, les anomalies du desmosome et puis des anomalies du cytosquelette. Et ça aussi, ça va être assez facile de les suspecter. Je ne dis pas que ce sera de la génétique positive à tous les coups, mais ce qui est hyper important, c'est de suspecter une anomalie desmosomale liée à une cardiomyopathie, vous voyez, sans forcément que le ventricule droit soit altéré, parce que très fréquemment, ces patients vont avoir des atteintes ventriculaires gauche isolées, lorsque les anomalies en IRM, ça touche un petit peu l'importance de l'IRM dans le bilan étiologique, lorsque l'IRM montre ce rehaussement tardif sous-épicardique qui touche plutôt la paroi latérale et la paroi inférieure, là, vous avez un phénotype qui est complètement différent de celui des laminopathies. Et ça, c'est ce qu'on voit très souvent sur des mutations du desmosome. Et si on s'intéresse au pronostic rythmique de ces mutations desmosome et apparentées, eh bien, vous voyez que le pronostic il semble assez similaire à celui des laminopathies et il semble aussi grave que celui des laminopathies. Donc ces patients-là, identifiés avec des mutations de la desmoplaquine ou de la filamine C, par exemple, on aura tendance à proposer un défibrillateur assez précocement dans l'évolution. Il n'y a pas qu'une indication sur la prévention de la mort subite chez ces patients-là. Le diagnostic génétique, il va aussi nous aider à savoir qui va répondre, qui a de grandes chances de répondre au traitement et qui a peu de chances de répondre au traitement. Et là, on se rapproche de ce qu'a dit David pour anticiper l'évolution vers l'insuffisance cardiaque avancée. Et là, vous voyez que en termes de réponse et de remodelage inverse au traitement, les mutations desmosomales et les mutations de l'enveloppe nucléaire, elles répondent très mal au traitement médicamenteux. Donc ça sera un signal aussi pour vous dire, attention, ce patient-là, il est à risque d'évolution vers une insuffisance cardiaque avancée. Et à l'inverse, la mutation qu'on trouve de plus en plus souvent sur ces CMD, la CMD qu'on connaît tous, qui répond très bien au traitement médicamenteux, c'est souvent des mutations dans la titine, c'est une grosse protéine du sarcomère. Ça, c'est plutôt un élément qui va vous rassurer et qui va vous faire dire que votre patient va répondre assez rapidement au traitement médicamenteux. On sait qu'ils vont répondre d'une manière ou d'une autre au traitement médicamenteux classique, au pilier que vous a présenté David, mais il commence à y avoir des traitements ciblés sur ces protéines du sarcomère qui vont très schématiquement soit augmenter la contractilité du sarcomère, soit en diminuer la contractilité. Diminuer la contractilité, ça nous intéresse dans les CMH et ce n'est pas le sujet du jour. Augmenter la contractilité, on va voir dans les futures études ce que ça donne sur l'évolution de ces patients avec des cardiomyopathies dilatées non ischémiques. Et puis dans les laminopathies, on va avoir accès très prochainement aux premières études sur vraiment un traitement ciblé qui va jouer directement sur la physiopathologie de la laminopathie, qui a donné des résultats intéressants en phase 2, qu'on va tester en phase 3 d'ici la fin de l'année pour améliorer la qualité de vie et le pronostic de ces patients.
Il y a la génétique, mais il y a aussi des causes associées à la génétique. Donc là, c'est plus des perspectives. Vous n'avez pas encore vu l'étape d'après, c'est les 3 coups de silencieux là. Hein, donc je vais essayer d'éviter. C'est pathologie génétique et inflammation sous-jacente. On sait que si on a une anomalie génétique plus une étiologie additionnelle, par exemple une inflammation, parce que ces mutations-là, et notamment les mutations du desmosome, elles sont pro-inflammatoires, et c'est des patients qui vont faire des myocardites, pas forcément bruyantes, mais qui vont s'accompagner d'une inflammation qu'on peut documenter par l'imagerie et par le TEP. Donc on travaille actuellement sur ces mécanismes-là d'inflammation associés aux pathologies génétiques. Une cardiomyopathie inflammatoire sans génétique, typiquement, c'est la sarcoïdose. Et là, on sait que c'est hyper important de détecter ces patients-là par ces techniques d'imagerie-là, l'IRM et le PET scan, pour mettre le traitement immunosuppresseur le plus vite possible. Mais vous pouvez avoir inflammation plus anomalie génétique. Et donc là, c'est vraiment plus du domaine de la recherche. Et vous voyez que chez ces patients avec mutation d'esmoplaquine, ici, avec une inflammation chronique sous-jacente, la mise en place d'une corticothérapie et de traitements immunosuppresseurs, donc un pas de plus dans la personnalisation du traitement, peut donner des résultats très intéressants en termes de remodelage ventriculaire et de récupération de fraction d'éjection. Voilà un petit peu le tour d'horizon que je voulais vous faire ce midi sur la personnalisation. Et je me tiens à votre disposition, cher maître.